Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'historien de l'islam contemporain, Monsieur Sadr Salam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Actualité oblige. Comme vous le savez, l'actualité religieuse et notamment de l'islam en France est très riche. Et la thématique que vous avez choisie ce jour pour nous, concertation État CFCM et crise de légitimité religieuse. Si vous le permettez, ma première question, on va parler de cette consultation État et CFCM. Comment vous l'interpréteriez-vous, cette consultation? C'est devenu quelque chose de tout à fait coutumier. Les contacts entre l'État laïque et ce qu'il est convenu d'appeler les représentants de l'islam se font de manière régulière depuis la création du CFCM. Et ça a tendance à être le seul bilan positif du CFCM. Le reste devrait faire l'objet d'études plus approfondies. Et notamment dans des périodes de tension, notamment ce qui s'est passé là dans les anciens locaux de Charlie Hebdo, où ce jeune n'a pas encore appris que Charlie Hebdo a déménagé et il est dans un endroit secret. Donc et puis il y avait ce débat là, tout à fait irrationnel sur les futures lois concernant ce qu'il est convenu d'appeler le séparatisme. Évidemment, il est tout à fait naturel et c'est le mérite du président Macron de consulter, de prendre la température, de recueillir l'avis des musulmans qui se sentent toujours mis dans le collimateur et sur la seule place qui est prévue pour eux par les commentateurs, c'est le banc des accusés, toutes tendances confondues. Donc, là, il est tout à fait louable de la part d'abord du président de la République qui a reçu d'abord deux membres du CFCM, le président et son adjoint d'origine turque. Mmh. Et les autres n'étaient pas là, ça on peut expliquer pourquoi. Puis après, le ministre de l'Intérieur a reçu pratiquement tout le bureau du CFCM, sauf le recteur contesté et contestable de la GMP. Donc c'est dans l'ordre d'abord cette loi, on ne connaît même pas l'avant-projet, donc on est dans un débat qui va être de plus en plus tendu et ça s'est aggravé par la relance de ces accusations de radicalisme après ce geste de ce terroriste de fortune, puisque c'est à l'arme blanche et le plus ridicule parmi les commentateurs très brillants par ailleurs, c'est que dès qu'on leur a appris que c'était un Pakistanais, il y en a un qui s'est lancé dans un discours angoissé sur le Pakistan qui est une puissance nucléaire. Eh ben. Comme si ce jeune avait été mandaté par le ministre de la Défense pakistanais. Un pays musulman comme le Pakistan, l'Afghanistan, vous savez, dès qu'on attaque le prophète, on n'a pas besoin d'un feu vert d'une hiérarchie quelconque, on défend le prophète. C'est ce que ces laïcards ne veulent pas comprendre. Et vous avez une grande spécialiste, Anne Judicelli, qui est intervenue hier sur BRF TV. Elle a dénoncé avec des arguments imparables la réédition des caricatures danoises par Charlie Hebdo. Elle a dit que ce n'était pas indispensable. Et ça revient à donner l'occasion à des gens incontrôlés, incontrôlables, de passer à l'acte. Et alors qu'on n'est pas... on peut prouver sa virtuosité, sa créativité, son talent sur le plan artistique, en essayant de foutre la paix quelque temps au prophète des musulmans. Or, dans ce débat-là qu'on a vécu au moment des caricatures danoises, vous avez Charlie Hebdo, le cas enchaîné, tous les journaux qui se réclament de la tradition anticléricaliste de la France.
Alors, étymologiquement, c'est quoi l'anticléricalisme? C'est de tourner en dérision les membres du clergé. Un évêque, un prêtre, un chanoine, un cardinal. Bon. Donc si on applique ça aux musulmans, ce n'est pas aux prophètes qu'il faut s'en prendre en priorité. Il faut s'en prendre aux membres de la nomenclatura islamique qui tient lieu de clergé musulman. Par exemple, moi je considère que l'intervention du recteur Fantoche sur RTL avant-hier devrait lui rapporter mercredi prochain, le matin, soit le mur du sang du canard enchaîné, soit la noix d'honneur. Parce que quand il a dit le recteur, sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a dit mes versets coraniques, mes imams, les imams étaient furieux. Il a dit nous ne sommes pas sa propriété privée. Il était dans un état second de mégalomanie, de narcissisme, et au point de commettre ce lapsus très significatif, où lui, grisé par son titre de recteur à titre temporaire, qui risque de déguerpir d'ici la fin de l'année, il a tendance, dans son inconscient, à se comparer au prophète. Mais c'est une forme de crétinisme. Et, or, les journalistes n'osent même pas tourner en dérision ce membre de la nomenclatura islamique qui tient lieu de clergé, parce qu'ils savent qu'il est le protégé de Sarkozy. Ils ont peur des foudres des Sarkozy. Donc voilà, où est le courage de s'attaquer au prophète, ce qui revient à s'attaquer à des centaines de millions de musulmans, et de s'écraser, de fermer sa gueule, quand il s'agit d'ignorants, médiocres, mesquins et menteurs qui prennent le contrôle des mosquées par des putschs. Toute la presse française est coupable parce qu'on vient d'apprendre, je m'excuse de revenir à l'émission de la dernière fois, on a fait une erreur d'arithmétique. C'est 150 millions de centimes dinars qui ont été versés au Chourouk pour publier son bavardage traduit du Soir d'Algérie qui semble avoir reçu la même somme. Donc ça fait 300 millions. Et je viens d'apprendre ce matin, là nos émissions ont un caractère modeste, mais ils me permettent d'avoir des réactions. Il paraît qu'il aurait soudoyé un journaliste d'un grand journal parisien. Et de sources très sûres. Donc voilà, quelqu'un qui a une relation maladive aux selfies, aux sites internet, aux médias. Il se croit légitime uniquement parce qu'il y a sa photo avec son sourire crispé, angoissé. Il se croit le plus légitime, mais les journaux ne s'intéressent pas à son bavardage. Il a parlé 10 minutes, c'était de quoi avoir le mal de mer, d'avoir mal à la tête. Si on se souvient de ses prises de position passées, où il a prêché pour une loi anti-blasphème. Or là, il soutient Charlie, et il oublie la dignité des croyants. La laïcité lui permet d'être, si vraiment il avait une vraie légitimité religieuse, elle lui permet d'exiger des médias un point d'équilibre, une conciliation entre la liberté d'expression que personne ne menace en France et le respect de la dignité des croyants. Il a décidé d'ignorer ce deuxième aspect. À mon avis, puisqu'il court derrière la médiatisation depuis le mois de janvier, et ça a été le fiasco généralisé, sauf quand il puise dans les caisses noires que lui procure le caporal. Quand il a pris position pour Charlie, à mon avis, c'est calculé. Il s'attendait à avoir, avant la fin de la semaine, une fatwa un peu à la Rochdi, de condamnation à mort. Et ça, ce sont les conseils de Sifawi, qui lui dit, si tu fais l'objet d'une fatwa, tu vas occuper tous les plateaux de télévision. Malheureusement, c'est passé inaperçu. Monsieur Sadr Sallam, si vous le permettez, oui. Mis à part ce que vous avez dit dans ce dossier la semaine dernière et aussi maintenant, le président a reçu le président de la FIF. Comment vous expliquez cette rencontre avec le président de la République, avec le président de CFCM et aussi le président de la FIF? Alors,
l'audience avec le président de la FIF a précédé la visite de Moussaoui et de son adjoint turc à l'Élysée, et ça a duré 1h30. Mhm. Vous avez des chefs d'État africains qui ont droit à 20 minutes dans le bureau présidentiel. Donc c'est une marque de considération du président de la République pour le président de la FIF, qui est quand même un brillant conférencier, un intellectuel, qui a quand même une structure mentale beaucoup plus mieux assise que celle de l'Avocaillon. Et c'est un démenti formel à tous les chauchages émanant de l'Avocaillon et de ses protecteurs d'Aïe Koupa, qui ont mené une campagne inouïe et indigne contre la FIF et contre son président. Ils ont été jusqu'à demander à l'État de prononcer la dissolution de la FIF au motif que la bande Adjabar, qui est un agnostique, qui ne connaît que l'arithmétique arabe, Laïla Anwar, Karima Berger, toute la bande de vivre de l'islam, comme dit Leski, que l'Avocaillon a transféré à la GNP, ils ont dit, nous, on va être très actifs sur le plan culturel et nos activités rendent inutiles celles de la FIF. Bon. Alors, imaginons, en raisonnant par l'absurde, que l'État français ait cédé à ce genre de lobbying. Il aurait été le plus ridicule de toute l'histoire de France. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter à la création de la FOAF, la Fondation des œuvres de l'islam de France, ou en France, par Dominique de Villepin, dont l'Avocaillon a été l'inamovible vice-président. Et je sais qu'à l'époque, il a proposé la présidence à Bichari, qui est son acolyte et ami jusqu'à maintenant. Ils sont de même nature. C'est pour ça qu'on a rappelé la fermeture de l'Institut Pompe-Afrique à Vicenne, à Tourcoing, par Darmanin, parce qu'il sait qui est Bichari. Mais lorsqu'il saura que l'Avocaillon ressemble à son frère jumeau Bichari, il fera beaucoup plus attention, à mon avis. Et donc voilà l'État laïque qui voit la paralysie de la FOAF, et l'Avocaillon, recteur Fantoche, est un des principaux responsables de la paralysie de la Fondation des œuvres de l'islam. On a créé la FIF, et l'Avocaillon a été le premier à combattre la FIF dès le début, parce que ça a mis en lumière sa responsabilité dans la paralysie de la FOAF. Et le caporal me l'a dit, la mosquée de Paris, ils ont dit, tout ça c'est contre la mosquée, il faut combattre. Malheureusement pour eux, les décideurs en Algérie ont soutenu la FIF. Donc ça devrait leur donner à réfléchir pour qu'ils arrêtent de mentir au nom de l'État algérien. Au moment de la création de la FIF, ils leur ont fait des rapports mensongers et les autorités algériennes ont soutenu la FIF. Je ne dis pas comment. Mmh. Et alors, imaginons que quelqu'un de mal renseigné ait écouté les demandes de l'Avocaillon contre la FIF. Il aurait prononcé la dissolution de la FIF et on aurait dit comment cet État, il crée des fondations et puis après il les dissout. Donc il ne sait pas ce qu'il fait. Ensuite, la FIF a une activité profane, comme l'a résumé Jean-Pierre Chevènement. Et il a dit, c'est aux instances religieuses, CFCM, mosquées, de créer un fonds des œuvres de l'islam, et non pas une fondation. Parce que pour le culte, il faut un fonds, et non pas une fondation, c'est des subtilités byzantines juridiques. Or, les statuts de la foi sont prêts depuis des mois. Et qui c'est qui bloque? C'est le recteur Fantoche. Donc, lui, au lieu de respecter la légalité, la rationalité cartésienne, la division du travail, activité culturelle confiée à la FIF et activité religieuse financée par le FOI, il lui fait venir la bande d'Adjabar et de Laïla Anwar et de Karima Berger et les autres nullards spécialistes du plagiat pour supplanter la FIF alors qu'il est à la tête d'une mosquée. C'est la priorité pour lui, ça aurait été
soutenir la création de la foi. Mais là, comme il a une arme contre le président de la FIF, uniquement parce qu'il a battu dans une élection à bulletin secret, alors que lui, il est habitué à la protection, au parachutage, par Christophe Baldelli, convoqué par Sarkozy, avec le soutien du colonel Ben Daoud, il se trouve parachuté à la tête de Vive l'Islam sans jamais en avoir fait partie. Or, la FIF, non, c'est plus démocratique, donc il a été battu à plate couture. Et il a la hargne contre le président de la FIF uniquement parce qu'il l'a battu. Et là, il fait n'importe quoi en faisant croire à ceux qui le prennent au sérieux qu'avec les 2 ou 3 conférences de Djebar et de Madame Karima Berger qui a plagié de manière éhontée Edmond Charleroux sur Isabelle Eberhard, il a dit c'est fini, on n'a pas besoin de la FIF. Donc lui, il aurait été dans un état d'extase s'il avait obtenu gain de cause contre son rival à la FIF. Il manque d'esprit, de fair play. Il n'est pas sportif pour un sou. Quand on échoue aux élections, on va faire de la navigation, on va à la campagne, et puis on reprend son souffle et on prépare l'élection à venir. Lui, il n'a pas cet esprit, parce qu'il n'a fréquenté que des gens corrompus et dictateurs. Il ne sait pas ce que c'est que la volonté populaire ou la démocratie, même dans une association bidon comme la Société des Habous. C'est en cela que le président Macron a eu le geste le plus qui mérite d'être salué, bien bas, parce qu'il a mis en échec tout ce lobbying qui continuait à avoir de l'effet chez les hauts fonctionnaires complaisants ou ignorants. Deuxièmement, quand il reçoit la délégation du CFCM, il faut se rappeler que le recteur Fontoche a négligé d'inviter, ne serait-ce que par courtoisie, le président du CFCM quand le ministre de l'Intérieur s'est pointé à 8 heures du matin, à l'heure du laitier, et avec 0 journaliste. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que ce soit ébruité. Il est venu uniquement parce que l'avocat a pleurniché auprès de Sarkozy, et il n'y a pas eu de trace dans les journaux. Il y a eu un seul article où le nom du recteur Fontoche n'a pas été cité. On ne peut pas appeler ça un succès, selon les normes même de l'avocat qui ne croit qu'à la médiatisation, qu'au Facebook, qu'au selfie, que la présence sur les réseaux sociaux. Donc il devrait changer de conseiller en communication. Son conseiller au culte en communication, c'est un secret de polichinelle, c'est Sifaoui, qui a son passé aussi sombre à Alger que l'avocat et lui ne connaît que le bavardage sur le terrorisme, alors que le président de la République a parlé pendant 1h30 du déficit éducatif dans l'islam en France. Depuis le temps que les musulmans ont des terroristes parmi les jeunes, et ça consterne toutes les familles musulmanes, et ils veulent faire de la prévention par les moyens de l'intelligence et les moyens éducatifs. Justement, M. Sadr Sallam, vous venez de faire la transition par rapport à ma prochaine question, parce que c'est très important de parler de cette notion de la prévention. Comme vous le savez, la quasi-totalité des représentants de l'islam ici en France reçoivent des soutiens, des fonds dédiés par leur pays d'origine pour soutenir, pour aider ces musulmans d'origine marocaine ou algérien ou turc ou autres pour s'adapter et pour s'intégrer et en même temps vivre leur foi. Des sommes colossales qu'on appelle les financements étrangers, et ça tout le monde le sait, sauf que il y a un échec total. Cet échec s'explique bien entendu, comme tout le monde le sait, avec le nombre d'attentats, la délinquance, bien entendu aussi des unions des musulmans. Est-ce que cet financement étranger n'est pas en partie source de cette division, de cette manque de prévention, parce que les fonds qui arrivent des pays d'origine sont pas négligeables quand même? Ils sont très importants. Et il faut citer les chiffres que la nomenclature de la mosquée veut bien révéler. Il y a au moins 4 millions, 6 millions si on compte les imams rémunérés par l'ambassade.
ces aides venues des États de l'immigration des pétromonarchies entretiennent le train de vie d'une nomenclatura islamique qui est en rupture avec l'islam d'en bas. Or, les problèmes viennent de l'islam d'en bas qui subit la double peine. On a l'exclusion sociale dans les banlieues. Quand on nous parle de séparatisme, il faut savoir de quoi on parle quand même. Ce sont ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République, que les pouvoirs successifs ont laissé perdre alors qu'ils n'étaient pas perdus. Si on remonte par exemple à la marche pour l'égalité de 1983, qui révélait l'ampleur de problèmes d'essence sociale. Et les socialistes ont décrété de l'appeler la marche des beurs. Les marcheurs ne se sont jamais définis comme des beurs. C'est les éléphants socialistes qui ont décidé de ne pas lutter contre les inégalités. S'il y avait eu une réaction plus ou moins conséquente à cette alerte de 83, il n'y aurait pas eu de territoire perdu de la République. S'ils ont été perdus, et il y en a qui sont perdus de manière très préoccupante, c'est la faute aux gouvernements successifs et aux ministres bidons de la ville qui venaient occuper les plateaux de télévision et qui ne faisaient rien du tout. Le ministère de la ville, ça a été un gadget, comme on disait du temps de Giscard d'Estaing. Et surtout avec Bartolone et Bernard Tapie. Il y a effectivement des territoires perdus là, mais quelle est la responsabilité de l'islam? Les socialistes sont plus responsables que tout l'islam, qu'un siècle d'islam. Et l'islam, ça sert vraiment de bouc émissaire par paresse intellectuelle, par refus d'approfondir et d'identifier toutes les variables explicatives. On pointe du doigt l'islam, on sautille sur sa chaise et on crie l'islam, comme l'a dit le général de Gaulle du Cabri concernant l'Europe. Bon. Mais il faut être sérieux. Et le mot séparatisme, à mon avis, le président Macron est capable de reconnaître les erreurs d'appréciation comme il l'a fait avant. D'ici la fin de l'année, on est capable de trouver un autre mot, parce que ce n'est pas le mot qui convient, le mot séparatisme. C'est un problème d'ordre social qui est aggravé par des discours takfiristes, djihadistes qui viennent de l'extérieur, et ça c'est lié, ce qui facilite cette intrusion dans l'Hexagone, c'est les interventions françaises militaires à l'étranger, qui ne se font pas avec un risque zéro. Or, si on veut lutter contre les takfiristes, il ne faut pas être takfiriste soi-même, comme l'a fait le recteur Fontoche avant-hier. Quand il dit avec mes imams, je vais prêcher la vraie religion, ça c'est du takfirisme. Parce que on a d'autres madhhabs, d'autres tendances avec lesquelles il peut être en désaccord, mais à partir du moment où il prétend défendre tout seul la vraie religion, les autres, il les excommunie. Et c'est pas avec ça qu'on lutte contre les djihadistes takfiristes. Ce monsieur ne sait pas de quoi il parle. C'est très dangereux la phrase qu'il a utilisée, la vraie religion. L'islam est pluriel depuis l'Hégire. Depuis que les compagnons ont émigré à Médine, vous avez ce qu'on a appelé le triumvirat Abu Bakr, Abu Ubayd al-Jarrah et Omar. Contre Ali, avant même qu'il y ait les histoires de chiites, et c'est le prophète qui a arbitré ces conflits. Ils ont éclaté en conflits sanglants quand le prophète n'était plus là, avec sa grande sagesse et sa perspicacité. Donc l'islam est pluriel depuis le début, et quand on parle de religion vraie, c'est la guerre des religions assurée. Et le pluralisme de l'islam est une bonne chose, parce que si on attire l'attention des musulmans fervents et enthousiastes sur le caractère pluraliste de leur religion, ça les prédispose à accepter le pluralisme qu'est la laïcité. Mais avec la religion vraie, c'est un discours totalitariste, dangereux, qui donne du grain à moudre aux autres takfiris. Ce monsieur, j'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, il m'a dit, il a parlé de crétinisme le concernant. Il faut savoir de quoi on parle. Ce monsieur ne s'occupait que de l'affairisme au profit de ripoux dont quelques-uns sont en prison grâce à la justice algérienne.
Et après, là, il veut se construire un discours uniquement avec comme donneur d'ordre le caporal. Et on vient de découvrir que Abdallah Zikri a un véritable grade de sergent. Moi, je lui ai envoyé un mail quand on a reçu le document en PDF concernant Zikri. Je lui ai dit, un caporal n'a pas le droit de donner des ordres à un sergent. C'est le sergent qui doit le commander. Or, l'avocat Fantoche, il obéit au caporal. C'est lui qui le dit tous les jours au petit personnel. Et son conseiller pour jouer à l'intello, c'est Sifawi. Ça ne peut pas suffire pour remédier et relever tous les défis d'ordre éducatif qui demandent beaucoup plus de cohésion et d'unité au sein du CFCM et une meilleure concertation avec les États d'origine, parce que ce sont les États d'origine qui sont les premières victimes du terrorisme et des radicaux. Donc l'argent qui vient de ces pays, en soi, peut être une bonne chose à condition qu'il y ait des mécanismes de contrôle, que ces aides soient normées et qu'elles soient investies dans l'éducatif et non pas pour permettre à des gens comme le caporal d'acheter des maisons en Espagne et sans doute ailleurs ou d'aller rechercher les paradis fiscaux, parce que les actuels responsables de la mosquée, pendant les 10-15 dernières années, leur préoccupation majeure, c'est l'immobilier et les paradis fiscaux. Donc quand ils viennent s'improviser en spécialiste de la lutte anti-radicalisation contre l'islam politique, il suffit de réécouter l'interview de RTL d'avant-hier pour voir l'indigence intellectuelle de ce monsieur. Et ensuite, quand il promet de lutter contre l'islam politique, il ne sait pas de quoi il parle. On a un islam politique pacifiste qui peut se convertir à la démocratie. Et le moyen le plus efficace de lutter contre la radicalisation, le djihadisme et le takfirisme, c'est de faire alliance avec l'islam politique pacifique. Or, lui, il voudrait que la France déclare la guerre au pays où l'islam politique est au pouvoir. C'est le cas de la Tunisie et de la Turquie. Je ne vois pas pourquoi la République française va écouter ce médiocre uniquement pour satisfaire son narcissisme et aller agiter de la guerre à la guerre. Monsieur Sadr Sallam, tous ces éléments-là montrent à quel point il y a un souci de légitimité religieuse qui représente les musulmans. Comment vous expliquez cette situation qui n'a pas de sens, hein, quelque part, de légitimité qui pose un réel souci, et notamment dans le dialogue entre l'État et la communauté musulmane? Le dialogue entre les instances islamiques et la communauté musulmane est inexistant, parce que les types du CFCM, leurs regards ne sont tournés que vers le ministère de l'Intérieur, l'Élysée, les caméras de télévision. Et ils ignorent ce qui se passe. De toutes les mosquées qui se construisent, ils vont même pas, comme ils le faisaient avant, à l'inauguration des mosquées construites par les quêtes des fidèles. Donc là, c'est ce que ça a existé du temps de la colonisation. On a appelé ça la recherche éperdue de la baraka administrative. Et on avait la direction des affaires musulmanes ou indigènes qui veillait au grain, et quand les confréries faisaient leur congrès, il y avait un vote démocratique qui n'a pas d'équivalent à la Société des Habous, qui est une association aussi fantoche que ses responsables. Et alors quand l'élu déplaît à l'administration laïque, le soir, on ordonne de nommer quelqu'un d'autre. Et ces conflits entre les confréries algériennes étaient souvent tranchés par Abdelhaï El-Ktani, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de conflit algéro-marocain à l'époque. Abdelhaï El-Ktani, lui est arrivé de venir trancher des conflits au sein de confréries algériennes, parce qu'il était le chef des confréries marocains. Malheureusement, il a mal tourné en 1953, quand il a signé le texte pour justifier la déportation de Sidi Mohamed Ben Youssef, avec, s'il vous plaît, comme argument majeur, Sidi Mohamed Ben Youssef n'est plus le commandeur des croyants, parce que sa légitimité religieuse est tombée à l'eau depuis l'autorisation accordée à sa fille de se dévoiler. Voilà, la grande République française
avoir dévoilé sa fille aînée. Et maintenant, la Grande République française considère le voile islamique comme un danger. Où est la cohérence? 1953 pour l'histoire de France, c'est hier matin. On a les mêmes généraux français, les mêmes laïcars qui ont déporté le roi du Maroc en lui reprochant d'avoir dévoilé sa fille, au lieu de saluer son modernisme. Bon, bref, pour les confréries à l'époque, j'ai ouvert cette parenthèse à propos de Abdelhaï Ktani, qui était un grand bonhomme et qui a été s'est fourvoyé dans la politique coloniale du 20 août 53. Et on disait, le nouveau chef confrérique, le vrai chef confrérique qui a la baraka spirituelle, a été écarté par des coloniaux au profit de quelqu'un qui n'a que la baraka administrative. Or, l'avocat fantoche de la mosquée, il ne croit qu'à la baraka administrative que lui rapporteraient les selfies, et les interviews plus ou moins rémunérées dans le Figaro et ailleurs, etc. Et on a besoin, parce que c'est un phénomène qui devient de plus en plus dangereux, parce qu'on a une génération sans éducation. Personne ne songe à éduquer les jeunes qui ont 35 ans maintenant. Ils n'ont aucune structure pour les dissuader de partir au Yémen, au Pakistan, à Peshawar, en Afghanistan, d'où ils reviennent terroristes. Alors que la France a le système éducatif le plus performant de la Terre. Elle a une tradition islamologique. Je ne parle pas de la sociologie politique sécuritaire. La KEPEL, c'est du perte de temps. Quand on engouffre les budgets de recherche uniquement au profit d'un KEPEL, on est co-responsable de la situation préoccupante d'aujourd'hui. Il faut des études sur l'islam de manière générale pour favoriser l'ijtihad, l'aggiornamento de l'islam, de manière à inculquer une éthique musulmane à des musulmans de haut niveau, de manière à ce qu'ils se déterminent en conscience. Al-Ghazali a écrit tout un livre qui s'appelle Mizan al-Amal, littéralement c'est la balance de l'action. Il a choisi cette métaphore pour expliquer comment il donne des éléments aux musulmans instruits de se déterminer en conscience, de peser le pour et le contre, et pour choisir ce qu'on appelle aslah dans le droit musulman, c'est-à-dire la solution optimale, sans téléphoner à la mosquée de Paris 3 fois par jour, où on n'a qu'un répondeur. Personne ne répond au téléphone de la mosquée de Paris. Donc, on a tout ce qu'il faut comme bagage, une richesse de la littérature éthique musulmane mais qui dort dans les bibliothèques et dans les manuscrits. Il suffit de l'enseigner dans 3, 4, 5, 6 établissements qui ne suffiraient même pas. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Et puis compléter ça par un enseignement qui, à mon avis, s'impose, sinon on s'en sortira pas, sur l'histoire intellectuelle de l'islam en France. On a 2 ou 3 générations d'intellectuels de très haut niveau qui s'appellent Mohammed, qui s'appellent Malek Ben Nabi, Mohamed Hamidullah, Mohamed El-Hajj Sadouk, Mohamed Tazroud, Ali Marad, Mohamed Arkoun, Abdelmajid Tokri. Ce sont des gens qui ont... Arkoun a été chef de département. L'Égyptien qui connaissait 7 ou 8 langues, dans le grec, le latin, le persan, etc., qui a écrit ses mémoires et qui a produit toute son œuvre en France, il faut le citer comme exemple à suivre pour les jeunes musulmans qui veulent s'instruire. Parce que les musulmans, quand ils progressent dans les études islamiques, ils ne se contentent pas de l'islamologie orientaliste. Notamment dans le domaine religieux, on fait confiance à un théologien musulman, y compris Hamza Boubakr, le père de Dalil, qui était fantoche, aussi fantoche que l'actuel. Parce que nommé par Guy Mollet à l'époque de la manière la plus illégale en violation de la loi de 1905, mais il s'est rattrapé, il a une excellente traduction du Coran et le traité de théologie moderne. Les jeunes musulmans, et l'autre s'appelait Abdelrahman Badawi, l'Égyptien. Moi, j'ai 50 intellectuels comme ça, si j'ai le temps, mais je préfère accélérer la rédaction de mon livre sur la Isaba et les fantoches et les poussistes. Parce que moi, je reçois des coups de fil tous les jours qui me renseignent
et j'ai pas besoin d'être surrenseigné, qui veulent comprendre. Parce que voilà le dernier coup de fil que j'ai reçu d'une étudiante qui a été outrée par l'impolitesse, la grossièreté, de langage même, et la violence verbale et physique du caporal. Et quand elle a voulu protester, il lui a dit « Fais attention, j'ai le bras long ». C'est quoi, j'ai le bras long? Alors qu'il est un type grossier comme ça, il s'autoproclame directeur de l'Institut, et quand il n'est pas convaincant, il dit « J'ai le bras long ». C'est quoi ça? Je lui dis « Il n'a pas de bras long ». En Algérie, il risque d'aller en prison. Parce qu'il a été en garde à vue en Algérie et 10 jours en garde à vue en France. Et c'est pas pour rien qu'on l'a mis en garde à vue. Et je lui ai expliqué une affaire à laquelle je consacrerai un chapitre dans mon livre, quand il avait les soutiens de l'État DRS, il était en bonne santé. Il a préparé un très gros et très long gourdin pour venir assommer un intellectuel musulman qui fait sa prière à la mosquée. Donc il avait le bras long au sens propre, avec le gourdin. Il s'est retrouvé étalé par terre, ce voyou. Je lui dis, n'aie pas peur de ce type, il est comme un roquet, il aboie, mais il n'est pas en mesure de mordre. Donc ne te laisse pas impressionner par ce genre d'intimidation. C'est une véritable décadence que d'avoir un institut, l'institut de la mosquée a fait l'objet d'un accord entre Mohamed Issa, le ministre des Affaires religieuses en Algérie, et Bernard Cazeneuve, qui a été un des meilleurs ministres de l'Intérieur, qui a noué des relations amicales, mais d'une grande sincérité, il l'appelait Anwar, j'ai vu dans des réunions à l'extérieur, et il a signé un accord en 2015, après les mois provoqués par les attentats du Bataclan, où les deux ont promis une concertation pour la formation des cadres religieux à l'Institut Al-Razali. On est 5 ans et demi après, il y a 0 diplômé de l'Institut Al-Razali recruté imam en France. Pourquoi? Parce que le caporal a préféré continuer l'importation des imams. Et tout le monde sait que c'est à cause des 40 millions qui étaient exigés, et à la décharge du caporal, c'est pas le seul, parce qu'il y avait toute une filière de corruption en Algérie. Zakri, on a reçu les textes de sa condamnation, j'ai entendu moi-même une de ses connaissances de Annaba, à Bonn, en Algérie, à la sortie de la prière, qu'il a interpellé assez durement. Il lui a dit: comment un tel vous a versé 20 millions, vous lui avez promis de le détacher et vous ne l'avez pas fait. Et Zakri lui a dit: non, on va voir avec Mohamed, on va voir. Il était très embarrassé que l'histoire. Il n'a pas nié. Donc moi j'en déduis que n'importe quel bureaucrate, n'importe quel trafiquant qui tourne autour de la mosquée va promettre des détachements uniquement pour recevoir du bakhchish. Et donc la première question qui se pose au nouveau ministre de l'Intérieur et à ses collaborateurs, c'est de faire le bilan de cet accord qui est resté lettre morte. Exact. Et moi je l'écris dans mon livre, mais je peux le révéler à nos auditeurs. J'en ai parlé à l'homme fort de la mosquée. Je lui dis: maintenant les gens s'intéressent au bilan de 15 ans d'institut. Il m'a donné cette réponse inoubliable, en arabe dialectal. Nous avons l'habitude de nous payer la tête et de mener en bateau les Français, laisse-nous continuer. C'est trop fort quand même. Hein. Alors, les visiteurs de la mosquée à 8 h du matin, la prochaine fois, devraient l'interpeller sur cette affaire. Ce sont des affaires sérieuses, c'est l'argent des musulmans. Et quand on parle d'argent, l'argent qui est débloqué pour la mosquée de Paris, via la mosquée de Paris, il y a une partie qui était destinée aux mosquées en construction, que les ministres successifs, Issa et Rolamullah a précédé
pétrole algérien était cher, il leur envoyait, un des ministres dit avoir débloqué 4 millions d'euros. Or, les mosquées en question n'ont reçu que 80 000 euros chacune. Et la plupart de ces mosquées, on leur signait un chèque de 100 000 euros, mais avec l'ordre de restituer en espèces 20 000 euros. C'est ce qu'on appelle les ristournes, pour lesquels M. Balladur a été condamné. La presse n'en a pas beaucoup parlé dans l'affaire de Karachi. Ils ont repris avoir envoyé plus d'une fois 300 000 euros pour l'Institut. Or, l'Institut n'a pas de quoi acheter de l'encre pour la photocopieuse, qui est très moderne, mais elle ne marche pas. Les étudiants sortent dans le quartier pour photocopier. Donc l'argent a été envoyé, mais il a été détourné. Notamment détourné au profit de cette mosquée des Mureaux, où on a prétendu avoir délocalisé l'Institut. Mais l'Institut de la mosquée, qui fonctionnait assez bien et qui méritait d'être amélioré, n'a jamais reçu les aides qui lui étaient destinées d'Alger. Parce que quand on parle d'islam consulaire de manière obscure et vague et générale, il faut rentrer dans le détail. Il faut voir les gens, cette nomenclature islamique qui demande toujours plus, qui est insatiable. Ce sont des arrivistes qui veulent toujours acheter un 4x4 plus brillant que celui des autres. Et là, à mon avis, il faudra tout mettre à plat et négocier avec les États de l'immigrant, de manière à avoir... L'idée de Dominique de Villepin est la meilleure, parce qu'il a eu 2 ou 3 notes sur l'opacité financière des mosquées. Il a dit qu'il faut créer la fondation, et les dons vont être versés dans la clarté la plus totale, la transparence, et on dispatche en fonction des besoins éducatifs et en matière de bâtiments pour les mosquées. Bien sûr. Or, un des vice-présidents, c'était Béchari à l'époque. Et Béchari, il avait une mentalité de fanfaron adolescent. Il est venu me dire, moi j'ai écrit à tous les donateurs sollicités par Dominique de Villepin, je leur ai dit, faites attention, l'État laïque n'a pas de waqf, il faut pas faire confiance à la fondation La Foif, il faut me verser à mon institut de Lille, qui était un institut Pompe Afrique. Et c'est le grand mérite de Darmanin de l'avoir fermé quand il a été délocalisé à Tourcoing. Et Béchari était financé au moins par les Libyens et par les Qataris pendant plus d'une douzaine d'années. C'est ça les représentants. Béchari serait resté un parfait inconnu s'il n'avait pas été photographié avec Sarkozy et les ministres successifs. Et il avait la même relation maladive aux photos et aux articles que l'avocaillon, son ami. Il y a une responsabilité qui arrive en 3e ou 4e position des organisateurs laïcs de l'islam qui ont fait la promotion de cette nomenclature, sans se poser la question de leur déficit de légitimité religieuse, sans parler du français massacré par Béchari. Et l'avocaillon parle un peu mieux que Béchari. Mais pour un avocat, c'est insuffisant la manière dont il a parlé sur RTL. Et surtout son lapsus, où il voulait dire prophète, il a dit recteur. Moi, je vous recommande d'inviter un bon psychanalyste, vous lui soumettez cet enregistrement, vous allez voir comment il va vous décrire le narcissisme et la mégalomanie de ce médiocre. Monsieur Sadr Sallam, suite à votre intervention de la semaine dernière, j'ai eu un appel, j'ai eu aussi des SMS sur cette révélation inédite concernant Monsieur Mohamed El-Bchari et comme quoi ça a été éjecté et indésirable d'une manière officielle à l'époque de l'ambassadeur Monsieur Sijil Massi. Il faut remonter assez loin dans le temps. Béchari était l'informateur de Driss El-Basri en personne, qui n'avait pas confiance dans les recteurs de la mosquée de Mantes-la-Jolie et même d'Evry. Donc il était chargé de renseigner le Driss El-Basri. Or, il a survécu à l'éviction de Driss El-Basri parce qu'il continuait à bénéficier de la protection du général Hanegri, si je me souviens bien. Et il est tombé en disgrâce
l'avocat promet de combattre l'islam consulaire. Et c'est pas la seule contradiction. Ensuite, Sidi Massi, il s'est pas contenté de la visite à la place Beauvau, il a été à la Grande Mosquée. Il a mis en garde Boubacar contre Béchari, et Boubacar a réagi, il lui a dit, mais il a le soutien des services de renseignement. Et Sidi Massi lui a dit, je vous donne les numéros de nos officiers, ils vont vous dire la même chose. Donc Béchari a impressionné Boubacar en lui disant, vous avez votre colonel, nous avons nos colonels qui nous protègent. Ça montre la source première, le fondement de la légitimité à l'époque, c'est d'avoir le soutien d'un colonel plus ou moins alcoolique qui s'occupe des mosquées. C'est une humiliation de la religion musulmane que de confier la gestion des mosquées à des colonels non pratiquants. Bon, à ce moment-là, c'était Leski qui était, je crois, au bureau central des cultes. Béchari est venu pleurnicher, il m'a montré la lettre de Leski, il m'a dit, il faut que je réponde. Il avait un brouillon, des charabia, comme ceux de l'avocat. Je lui dis, écoute, Leski est un conseiller d'État qui connaît son droit beaucoup mieux que moi. Moi, je connais, et moi, je ne peux pas lui répondre. Il lui a invoqué, Leski a trouvé une clause assez explicite des statuts du CFCM qui ne lui permettait pas de se présenter. Donc il lui est resté que le quota des cooptations. Comme c'est le cas de Zekri, la mosquée de Paris, à chaque fois qu'elle a les scores comparables à ceux d'Arlette Laguillet à l'époque, 1,5%, elle a la présidence du CFCM, ce qui montre le caractère antidémocratique de cette consultation. Mais alors pourquoi il est resté en bon terme avec des responsables locaux, mais c'est lié à la corruption dans nos deux pays. C'est comparable à la situation de la Aïssaba de la mosquée, qui est combattue par les décideurs à Alger, mais qui a bénéficié de la complaisance des 3 colonels qui sont en prison maintenant, à cause d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a les débris de l'état d'Erez, qui connaissaient surtout l'avocat, parce qu'ils ont été l'avocat forfaitaire pendant 10-15 ans, et il a connu pas mal de colonels, de premiers conseillers, etc., qui continuaient à induire en erreur. Et puis, il y a le côté corruption. Il n'y a que des caisses noires dans l'islam de France, surtout à la GMP. Et donc, Béchari, les dernières nouvelles, c'est qu'il investit dans l'achat de fermettes dans la région d'Oujda. Alors, les fermettes, il verse du bakshish à 3 ou 4 administrations. Et il doit avoir une branche, je ne sais pas. Moi, je connais nos frères marocains, je ne vais pas les accabler. Je connais un peu le système algérien, mais pas trop. Il doit avoir des sous-fifres qui font le contraire de ce que ordonne leur hiérarchie, uniquement pour des intérêts individuels, familiaux, régionalistes. Et parfois, les hiérarchies laissent faire. Et c'est comme ça que je m'explique que Béchari, malgré sa défection, son passage avec armes et bagages du côté des Émirats, il continue à aller au Maroc, à être reçu, etc. Je pense qu'il continue à arriver avec quelques attachés-caisses de dollars dont il a pris l'habitude depuis sa tentative d'aller libérer les journalistes retenus en otage à Bagdad. Quand il a été dans la délégation avec Fouad Laalaoui Zekri, il est revenu 48 heures après à Beyrouth, et un des frères marocains qui l'a accompagné a demandé à me voir en toute urgence, en plein Ramadan, où moi je me déplace, et je dis, ça peut pas attendre l'Aïd. Il m'a dit non, c'est urgent. Il m'a dit, moi j'étais convoqué par la DST marocaine, quand Béchari m'a amené avec lui, il m'a laissé à l'hôtel Hilton, il a été voir Nezha Chokrouni, je crois, elle s'appelait, secrétaire d'État. Il m'a raconté l'interrogatoire des officiers, il lui a dit, منين جايينوا الفلوس هذو على البشري. L'autre a essayé de le défendre, قالوا ربما عنده ميراث, peut-être qu'il a fait un héritage. قالوا c'est une famille très pauvre et ils sont tous vivants, il n'y a personne qui est mort. Mais il y a des signes extérieurs de richesse. Mais du temps de Dominique de Villepin,
l'a su, Béchari a reçu une valise de dollars de la part d'un des Irakiens qui prétendait libérer les otages. Et la mosquée de Paris, c'est pire. Là, les transactions sur le pèlerinage, quand on a 850 visas pour le pèlerinage revendus à 1000 € le visa et on met pas ça dans la comptabilité à cause de la complaisance du commissaire aux comptes plus ou moins soudoyé, c'est un secret de polichinelle. Les comptes que la GMP remet à Alger ne sont pas les vrais comptes, ce sont des comptes maquillés. On a des subventions de la mairie de Paris ou d'un autre État du Golfe qui n'ont pas été portées à la comptabilité, soi-disant pour faire les murs. Parce que la mairie de Paris est tenue d'entretenir un pavillon qui n'est pas classé, mais juste après, que l'État et les autres collectivités locales sont tenues d'entretenir. Bref, c'est une nomenclatura de ripoux qui a bénéficié de ce principe bidon de non-intervention de l'État, qui ne se mêle pas du côté comptable, sauf s'il y a une plainte d'un membre de la société des Habous. Or, il y a le directeur de l'Institut Al-Ghazali, que nous avons nommé l'Arif Billah la dernière fois, qui a menacé de porter plainte contre le putsch du 11 janvier, mais il ne l'a pas fait. Les gens bien informés supposent que c'est en échange de quelques bakchiches. Hein. Il y a des caisses noires, hein. C'est des gens qui, et à mon avis, un président comme Emmanuel Macron, qui est un banquier, qui sait ce que c'est que les comptes clean, vu ses bonnes relations avec tous les États, à mon avis, la crise avec la Turquie est passagère, mais au moins avec l'Algérie et le Maroc, à l'avenir, on peut avancer si on a une concertation qui aille dans le sens de plus de transparence, plus de légitimité religieuse et plus d'intérêt pour les questions éducatives qui sont le nouveau défi. Les mosquées, on en a 2600. Les instituts, on n'en a aucun qui soit digne de son nom. Donc il faut bien qu'il y ait un établissement qui commence à retenir cette jeunesse ardente, croyante, et qui apporte un démenti cinglant à tous ceux qui ont cru à une assimilation désislamisante. Au contraire, l'islam ouvrier a transmis la foi de manière beaucoup plus forte qu'on ne le pensait, et cette jeunesse a besoin d'établissements à caractère propre, parce que même l'école pratique des hautes études, où il y a des gens admirables comme Laurie, comme Dominique Avon, etc., ça ne peut pas remplacer un établissement à caractère propre qui assure l'enseignement de ce qu'on appelle le l'ulum diniya, avec les contenus de foi. Un établissement laïque ne peut pas enseigner les contenus de foi comme le fait un établissement privé musulman, mais à charge pour les musulmans, au lieu d'aller promettre le changement du Coran sur les chaînes d'information continue, il faut qu'il ait une intelligence de la foi avec les moyens des sciences linguistiques et sociales qu'on peut emprunter à l'ESSS et ailleurs. Mais pour le moment, on n'a que du bavardage, que de l'affairisme, et que d'une nomenclatura qui a un seul but, c'est d'optimiser ses gains dont la moitié sont illicites. Où se trouve l'avenir de l'Institut Al-Ghazali? Eh bien, ce putsch a eu les retombées les plus néfastes sur le fonctionnement de l'Institut, parce qu'il a été fermé même avant le confinement, et l'avocat Yon, qui ne sait pas ce que c'est que l'enseignement, avec l'aide du caporal, ne se sont pas avisés d'organiser un téléenseignement comme tous les autres établissements. Ce qui fait que ça a créé une crise larvée qui est devenue une crise ouverte et qui risque de s'aggraver d'ici octobre, parce que les étudiants réclament le remboursement de leur droit d'inscription, puisqu'ils n'ont eu que 3 mois d'enseignement. Bon. Or, cet institut d'Alil Boubacar, les dernières années, répétait à toutes les réunions, les tête-à-tête, la mosquée n'a aucun sens si elle n'a pas un institut qui rayonne de plus en plus. Et il ne faisait que répercuter les demandes des ministres comme Cazeneuve, etc., qui voulaient avancer pour dire nous avons besoin de formation de cadres religieux localement. Mais ils ne se sont pas intéressés à ce qui se passe. Il y avait des crises qui, par exemple, quand le directeur de l'Institut, le caporal, menaçait des enseignants pour les faire taire, de leur coller une fiche S.
Or, un des enseignants a écrit au ministère. Et le cabinet du ministre a interpellé Boubacar et dit qui c'est chez vous qui se permet de menacer de coller des fiches S. Ça fait partie du mensonge et des bluffs dont le caporal a le secret. Bon. Mais en dehors de ça, les autorités laïques ne se mêlaient pas du fonctionnement de l'Institut. Et 2 jours avant le putsch du 11 janvier, Dalil Boubacar a eu un entretien très cordial avec Macron à l'Élysée. Et Dalil Boubacar lui-même a dit « Le président ne m'a interrogé que sur l'Institut. La bureaucratie, la nomenclature, ça ne l'intéresse pas. Il a besoin que les jeunes soient éduqués ici, qu'il y ait une formation de qualité. » Or, l'Institut, moi j'ai des enseignants et des étudiants qui m'appellent, c'est le caporal qui s'est autoproclamé directeur général et donc y compris de l'Institut. Et c'est l'accrochage permanent avec les étudiants et les enseignants à chaque fois qu'il veut faire une réunion où il fait preuve d'autoritarisme, il se permet de juger leur niveau alors que lui il ne sait pas écrire une lettre sans faute. Et puis après, il s'est rabattu sur le népotisme. La famille sa belle famille s'appelle Bembouzi. Dans sa femme, qui s'appelle Khadija Bembouzi, elle a eu le premier diplôme, le faux diplôme de l'Institut, quand il a voulu la nommer aumônière militaire. Il était attiré par les hauts salaires. Elle a été évincée. Et on a une dizaine de faux diplômes qui constituent la honte de cet établissement. Et tous les faux diplômes ont été signés sur ordre, sous peine de menace de mort, du caporal. Et là, récemment, il a convoqué un étudiant de première année. Il lui a proposé un faux diplôme pour le nommer directeur de l'Institut. Et tout ça est revenu aux oreilles des étudiants qui sont là depuis 3-4 ans. Et là, il prévoit une rentrée qui risque d'être très mouvementée. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils décident de réduire le nombre d'années de 4 à 3 années, alors que les aumôneries militaires ont un cycle de formation qui a été augmenté pour améliorer le niveau. Lui, il veut revenir en arrière et son but, c'est de réduire le corps enseignant uniquement à des imams qu'il terrorise parmi les imams détachés qui doivent repartir. Il les a prorogés de 3 mois. Leur détachement de 4 ans expire la fin de ce mois. Il a négocié, il veut jouer la montre, mais un établissement qui était censé, selon les accords Cazeneuve-Issa, former des cadres religieux ici, il a comme corps enseignant des imams détachés d'Algérie qui ne connaissent pas le français, qui ne connaissent pas la laïcité, qui sont appelés à rentrer chez eux. C'est n'importe quoi. C'est ça le problème. Donc, à mon avis, Darmanin, moi je souhaite qu'il revienne le plus souvent à la mosquée, mais pas seulement pour le thé et les salam alek. Ses collaborateurs devraient lui préparer des dossiers sur cette crise larvée, qui devient une crise ouverte. Les prises de bec entre le caporal et les étudiants courageux et instruits sont devenues presque quotidiennes. Et donc, l'institut sur lequel misaient les autorités laïques, il est pratiquement inexistant. Et il est détourné de sa vocation uniquement parce qu'on convoite encore du bachiche pour le détachement d'imams. Et à mon avis, moi je vous recommande d'inviter des enseignants de l'Institut qui ne parleraient que de cet établissement. Écoutez, volontiers. Ils ont des choses à dire et puis ce qui est le plus... Parce que les étudiants qui sont malmenés, injuriés, bousculés, même physiquement par le caporal, ils cherchent à joindre le directeur de l'Institut aux abonnés absents. Et c'est à lui de rembourser les droits d'inscription parce que c'est lui qui les a perçus en octobre dernier. Et il est le premier concerné, mais il les a versés à l'avocat, qui les a reversés dans une caisse noire. Dans son devoir le plus élémentaire de croyant et de directeur aurait consisté à aider les étudiants à récupérer leurs biens. Or, il disparaît. Il a disparu parce qu'il a été la première victime du putsch du 11 janvier. Lui, il est candidat au poste de recteur depuis 20 ans.
Il croyait qu'il y avait un système successoral au sein des Oulad Shir. Il répétait, il dit, Boubacar et des Oulad Shir, il ne peut être remplacé que par un membre des Oulad Shir comme moi. Donc lui, il a été dans la déprime pour une durée indéterminée jusqu'à après le putsch. Alors il s'était disputé avec le caporal et les deux ont juré, craché qu'ils ne s'adresseraient plus la parole. Mais dès que Tebboune a été élu, le caporal a pris son téléphone et a appelé le Arif Billah. Parce qu'il prétendait connaître Tebboune. Allahu alam si c'est vrai, parce que ils sont pas à un mensonge près. Et moi j'ai dit aux deux, chacun de vous aurait dû jeûner 3 jours. Parce qu'il a juré Dieu qu'il ne lui adresserait plus la parole. Mais comme ils ont tous besoin de protection, plus ou moins réelle ou fictive, et ils se sont mis à... Et d'ailleurs le caporal a tout de suite compris quand il lui a parlé qu'il n'avait aucune relation avec le nouveau président. Donc c'est un haut lieu de la mystification, de la fourberie, des mesquineries, du mensonge. Le mosquée, ça rime avec mensonge, mesquinerie, manœuvre, etc. Il faudra que ça ait un autre sens. Il faudra qu'on enseigne Kitab Sidq, l'un des grands mystiques de Bagdad, Al-Kharraz, a écrit Kitab Sidq, la véracité, le respect de la vérité, le parler vrai. On devrait enseigner ça toutes les années aux recteurs, aux vice-recteurs, aux aumôniers, etc. Or, le grand absent dans cette institution, c'est la vérité. Et la vérité vous rend libre, nous dit l'Évangile. Ce sont des gens qui s'engraissent de richesses, de détournement, mais qui ne sont pas libres parce qu'ils sont fâchés avec la vérité. Il faut maintenir un minimum de dignité pour la religion, laïcité ou pas. La laïcité n'a jamais obligé à avilir la religion à ce point-là. Écoutez, M. Sadr Sallam, merci infiniment pour cet éclairage fort intéressant. Toujours, vous êtes la bienvenue dans cette émission. À suivre, hein, s'il y a des étudiants qui peuvent témoigner par rapport à ce qu'ils subissent au sein de cet institut, l'émission est ouverte à eux. Merci, et je vous recommande d'inviter les étudiants et les enseignants. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir. Voilà. C'est avec plaisir. Merci infiniment, M. Sadr Sallam. Voilà, bon dimanche, merci. Bon dimanche aussi. Au revoir.